égale mc². C'est sans doute l'équation la plus célèbre du monde. Mais son histoire est bien plus folle qu'on l'imagine. Non, ce n'est pas juste une idée qu'Einstein a eue comme ça un matin en se rasant. En réalité, cette équation est née d'une crise profonde, une crise qui a failli faire voler en éclats toute la physique. Alors pour comprendre, on va faire un voyage dans le temps, à une époque où tout semblait simple, clair et bien rangé. Tout a commencé avec cette question, une question un peu vertigineuse. Et si les règles du jeu, celles qui décrivent l'univers depuis des siècles, n'étaient en fait pas les bonnes, ou en tout cas qu'elles étaient incomplètes? C'est ce doute qui a tout déclenché. Bon, pour bien saisir le choc, il faut revenir en arrière. Bienvenue dans le monde d'Isaac Newton, un univers mécanique, élégant, presque parfait. Les règles étaient simples, intuitives, et surtout, elles marchaient à merveille pour décrire tout ce qu'on pouvait observer, de la chute d'une pomme au mouvement des planètes. Et la pièce maîtresse de cet univers bien huilé, c'est la quantité de mouvement. L'idée est super simple, c'est juste la masse d'un objet multipliée par sa vitesse. Un camion qui avance a beaucoup plus de quantité de mouvement qu'un vélo à la même vitesse. Logique, non? C'était un concept de base, un pilier de la physique. Et ce pilier reposait sur une loi qui était considérée comme sacrée, absolue, la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que dans n'importe quelle collision, par exemple entre deux boules de billard, la quantité de mouvement total avant le choc est exactement la même qu'après. Rien ne se perd. C'était une vérité gravée dans le marbre. Mais voilà, au début du XXe siècle, un jeune employé du bureau des brevets nommé Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte. Et là, c'est le drame. Le magnifique édifice de Newton, si solide, commence à se fissurer de partout. Les règles ne fonctionnent tout simplement plus. Le problème vient de la vitesse. Einstein nous dit qu'on n'additionne pas les vitesses comme on le fait dans la vie de tous les jours, surtout quand on s'approche de la vitesse de la lumière. Non, il faut utiliser une nouvelle formule bien plus compliquée, la transformation de Lorentz. Et c'est cette nouvelle règle du jeu qui va tout faire dérailler. Alors, pas de panique, le but n'est pas de déchiffrer cette équation. Ce qu'il faut comprendre, c'est sa conséquence. Quand les physiciens ont essayé d'appliquer les nouvelles règles d'Einstein à leur bonne vieille loi de conservation, eh bien, ça ne marchait plus. Le compte n'y était pas. La loi sacrée, la fameuse conservation du mouvement, était brisée. La physique était officiellement en crise. On se retrouve alors face à un choix terrible, un vrai cas de conscience pour les scientifiques. Option 1. On abandonne un des principes les plus fondamentaux de l'univers, la conservation du mouvement. C'est un peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Option 2. On garde le principe, mais on change la définition même de la quantité de mouvement, ce fameux P égale mv. Fallait oser. Et ils ont osé. Ils ont choisi la voie la plus audacieuse, la plus radicale. Ils ont décidé de sauver à tout prix le principe de conservation, quitte à réinventer la définition même du mouvement. Une décision qui, sans qu'ils le sachent encore, allait changer le monde. Et voici donc la nouvelle définition. Ça ressemble beaucoup à l'ancienne, P égale mv, mais avec un petit truc en plus. Ce symbole grec un peu bizarre, le gamma. Désormais, la quantité de mouvement, ce n'est plus juste masse fois vitesse, mais gamma fois masse fois vitesse. Mais c'est quoi ce gamma? Ce gamma, ou facteur de Lorentz, c'est en quelque sorte un facteur de correction de la réalité. À nos vitesses de tous les jours, il vaut quasiment 1, donc il est invisible, on ne s'en rend pas compte. Mais plus on fonce, plus on s'approche de la vitesse de la lumière, et plus ce gamma augmente de façon exponentielle, déformant l'espace et le temps sur son passage. Pour se faire une idée, à 10% de la vitesse de la lumière, l'écart avec la physique de Newton est minuscule, à peine 0,5%. Mais regardez, à 99,5%. La quantité de mouvement est 900% plus grande que ce que Newton aurait calculé. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Le gamma devient infini. Bon, mission accomplie. La conservation de la quantité de mouvement est sauvée, la physique est de nouveau cohérente. Victoire! Mais cette réparation a une conséquence totalement inattendue. C'était comme un bonus caché dans les maths. Parce qu'en physique, quand on tire sur un fil, c'est toute la pelote qui vient avec. Si on change le mouvement, qu'est-ce qui arrive à l'énergie? Parce que oui, tout doit rester cohérent. La physique, c'est un peu un château de cartes. Si on change une des cartes du bas, il faut ajuster tout le reste de la structure pour que l'édifice ne s'écroule pas. Du coup, étape suivante logique, il fallait aussi mettre à jour la formule de l'énergie du mouvement, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Les physiciens se sont donc remis au travail, ils ont refait tous les calculs, mais cette fois en utilisant leur nouvelle définition de la quantité de mouvement. Et là, ils sont tombés sur quelque chose d'absolument incroyable. Voilà le résultat de leurs calculs. Le premier terme, celui avec le gamma, il dépend de la vitesse.
Ok, ça, c'est la nouvelle énergie cinétique, pas de surprise. Mais ce deuxième terme, mc carré, il est juste là. Il ne dépend pas de la vitesse. Un objet possède cette énergie même s'il est complètement immobile. C'était ça, la découverte cachée. Et voilà, c'est ça. E égale mc carré. Ce n'est pas l'énergie totale d'un objet en mouvement, c'est son énergie au repos. L'énergie qu'il possède juste parce qu'il existe, parce qu'elle a une masse. Ce que cette équation nous crie, c'est que la masse, ce n'est pas juste de la matière. La masse est de l'énergie, une forme d'énergie extraordinairement concentrée. Et cette idée, elle a tout changé. Ce n'était plus un univers avec de la matière d'un côté et de l'énergie de l'autre. Non, c'était un univers où les deux sont les deux faces d'une même pièce. Pour résumer, avant Einstein, on avait deux lois de conservation séparées. Celle de la masse, rien ne se perd, rien ne se crée, et celle de l'énergie. Après lui, ces deux lois fusionnent en une seule, bien plus puissante, la loi de conservation de l'énergie-masse. La masse peut devenir de l'énergie, et l'énergie peut devenir de la masse. Et ça, ce n'est pas juste une belle théorie, c'est très concret. Prenez cette courbe, la courbe d'Aston. Elle montre que si on casse un gros noyau d'uranium en deux morceaux plus petits, la masse totale des deux morceaux est un tout petit peu plus légère que le noyau de départ. Cette petite miette de masse manquante, elle ne s'est pas évaporée, elle s'est transformée en une quantité colossale d'énergie. Et c'est exactement ce qui se passe dans un réacteur nucléaire. Pour finir, voici la version complète de l'équation, sa forme la plus pure et la plus élégante. Elle relie l'énergie totale, E, la quantité de mouvement P et la masse au repos, M. C'est l'aboutissement de toute cette histoire. Une seule et même formule qui unifie l'énergie, la masse et le mouvement pour absolument tout dans l'univers. C'est magnifique, non ? Finalement, l'histoire de E égale mc carré nous apprend une chose, c'est parfois en frôlant la catastrophe, en acceptant de remettre en question nos certitudes les plus profondes, qu'on finit par découvrir une vérité encore plus grande sur le fonctionnement de l'univers. Du coup, ça laisse songeur. Combien d'autres secrets comme celui-ci dorment encore, bien cachés dans la beauté de la mathématique ?